Eh ben, on est le 23 octobre 2020. Je suis avec Bertrand Claveau. Bonjour. Et on est à Champlain-en-Gâtine. Donc j'interviewe Bertrand parce que il a eu un parcours qui est quand même très curieux, très intéressant. Tu peux nous en dire plus? Tu faisais quoi avant de démarrer l'ULM? Avant de faire de l'ULM, j'étais jeune déjà. Je travaillais en bureau d'études en sous-traitance automobile, carrosserie, accessoires auto, etc. Donc, En tant que dessinateur projeteur. ouais. C'était à Paris, un bureau d'études de sous-traitance pour Renault, Volkswagen essentiellement. Et avec deux collègues, un jour, alors je ne sais plus l'année, c'était 81, peut-être 80. On avait entendu parler de présentation du LM, enfin de petits avions légers au salon du Bourget. On est allé voir et là on est tombé. Il y avait Quicksilver, Vector, je ne sais plus quoi encore, Rallye Rotec, et ça nous a interpellés. Bon, on était intéressés aussi par les avions en général. Et il y a eu le rassemblement de Blois au mois de septembre, par la suite. Et là, on y est allé. On était trois, donc avec deux collègues du bureau d'études. Et on a visité tous les stands. Et c'est Hubert de Chuvigny qui a réussi à nous convaincre de vous lancer, d'acheter un Vector en kit. D'accord. Et pour nous, enfin, la décision a été prise parce que Hubert de Chuvigny envisageait de monter une école incessamment sous peu, et on avait besoin d'une formation. On n'était pas du tout pilote. Et donc, on a acheté le kit du Vector, le temps de le recevoir, etc. L'école s'est installée. En fait, c'était à Ville-Nord, à Granville. D'accord. Ah, il était déjà impliqué dans cette école, Alors, Hubert. Pas impliqué, mais il était en lien avec Richard Deuve qui montait cette école-là. Originaire d'Avranches, Granville, c'était sympa. C'était à côté de mes racines. Donc, allez, banco. On a acheté le kit. On l'a réceptionné à Granville chez Avenue-Nord, puis on l'a monté. Et puis, Richard Deuve nous a fait une formation, quelques heures c'était en rallye, en avion. Ouais, parce que c'était un monoplace. Oui, et puis il n'y avait pas de biplace. Les UM biplace, ça n'existait pas à l'époque. Et puis voilà, après on a fait du roulage au sol, et puis voilà, on est parti le lâcher. Ça s'était très bien passé, c'était amusant. Puis c'était génial. Et tes deux collègues ont appris aussi à piloter? Ouais. On était les trois premiers élèves de l'école de Ville-Nord. Les pionniers. Les pionniers, les cobayes peut-être aussi. Et c'était génial. Je me souviens le jour du lâcher, c'est bien. Quand on l'air au-dessus de. Tu passais du rallye 100 chevaux, ou peut-être plus, donc 3 axes, les volets, les pendules, au Vector 600 où il n'y a pratiquement plus rien. Le pionnier, vas-y, c'est par là. Ils allaient me mettre à pastille, et puis voilà. Moi j'en ai connu beaucoup, leur lâcher s'est fait comme ça, et il y en a pas, ils sont pas tous revenus le lendemain, quoi. Des grosses frayeurs. Il y a eu, par la suite après, puisque je m'étais, la vie parisienne ne m'intéressait pas, même si je gagnais bien ma vie, et j'ai fini par m'incruster chez Avenue-Nord. C'était effectivement aussi pouvoir, entre guillemets, faire sa profession et puis et sa passion, mais même si on ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu faisais quoi chez eux? Alors, je m'occupais du montage des kits, ouais. Qu'on essayait de vendre, enfin qu'on a vendu, et puis montage des kits, vol de réception, puis démonstration. Ouais. D'accord. Et voilà, après, l'histoire a commencé comme ça. Moi, la première fois que je t'ai croisé, on faisait le rallye Labo le Tour, et tu étais sur un Vector 600 ou 610 ou 620. Alors, ça devait être le premier. Ou c'était déjà dans le cadre de ton travail? C'était dans le cadre du travail, c'était déjà chez Avenue-Nord. Ça devait être un 627, le premier d'ailleurs qu'on avait reçu. Avec un Rotax. Avec un Rotax 377. Ouais. Ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est
Et j'avais fait la grande course avec ça. Et le rallye La Boule Tour était juste après. Ah oui, d'accord. Et je me souviens, Bernard de Trappe et Olivier et Goethals, François Goethals, avaient fait la grande course qu'ils ont gagnée. Ils avaient fait une grosse équipe. Ouais. Je suis arrivé juste derrière eux et je sais que Bernard avait été un peu subjugué par la puissance du moteur sur le 627 par rapport au JPX et Sirocco. Ah oui, ils avaient ça. Distance de décollage. Ouais. Moi, je décollais en 25 mètres. Wow. Et Sirocco, il leur fait un peu plus de temps. La grande course, bon, toi, ça te paraît évident, moi aussi. Mais pour ceux qui vont actuellement en regardant ce petit document, c'était quoi? C'était quand même particulier. Ce serait plus possible aujourd'hui, ça. Ouais, je crois que ça serait plus possible. C'est quoi l'esprit du truc? Tu peux nous le redonner? Ouais, alors l'esprit, c'était un règlement le plus simple possible. Donc, finalement, très, très simple à appliquer ou à respecter. Parce que, interdiction de se poser sur sur les aérodromes. Ouais. Interdiction d'avoir une assistance organisée. Ouais. Donc, on pouvait demander de l'assistance, je sais pas, une fois posé, on pouvait aller chercher de l'aide, se faire transporter à la station en service, etc. Ouais. Mais il n'y avait pas d'assistance organisée. Et alors on a décollé de Blois le dimanche en fin d'après-midi après le rassemblement. Et donc c'était en septembre. Le but était de survoler Millau, le pont sur le Gard, de prendre une photo, de revenir en passant par Saint-Flour. Et pour prouver le passage d'une photo de la cathédrale de Saint-Flour, et le premier revenu au terrain à Blois avait gagné. D'accord. Voilà. Avec interdiction de voler la nuit quand même. En respectant toute la réglementation. Ouais. Mais il fallait le prouver ça, parce qu'à une époque, je sais qu'il a fallu le prouver quand même. Il fallait faire tamponner un carnet de route, attestant qu'à telle heure, bon, il y avait quand même un témoin, comme quoi, parce que ça avait dû dégénérer un peu, évidemment, comme tous les règlements un peu open. Oui, non, il y avait effectivement, il n'y avait pas d'obligation de point de contrôle. Ouais. C'est venu après, je crois bien. C'est venu après. Ouais. Il y en a qui volaient un petit peu de nuit pour être sûr de gagner. Voilà, les conditions qui n'étaient pas forcément très sécurisantes. Ouais. Mais alors le lien, parce que tu parles de François Goethals et Bernard Dautrey, parce qu'après tu as bossé chez Aviasud, mais comment s'est fait le lien avec eux? Eh bien, au jour de la grande course, enfin les 2 jours finalement que ça a duré. Enfin non, parce que dans les 2 jours on s'est pas croisés, on est passés les uns au-dessus des autres. Et non, mais le contact, a été pris comme ça. Et puis par la suite, je ne sais plus exactement. Je crois que j'étais aussi en contact avec Bernard de Trappe qui voulait monter le Rotax sur le Sirocco parce que il était tellement impressionné par la puissance du moteur. Donc on a été en lien comme ça. Et puis comment ça s'est passé? On a eu à Villeneuve, les difficultés ont commencé petit à petit parce que on a porté du matériel américain en kit. Le dollar en une année est passé de 3 francs à 5 francs ou de 5 francs à 10 francs, je ne sais plus le rapport. Ça se vendait moins bien. On bouffait notre marge au fur et à mesure. Puis c'était un peu compliqué quand même. Donc j'ai quitté à Villeneuve, j'ai repris mon boulot à Paris. Et puis là, à Aviasud, Bernard de Trappe a réussi à me débaucher mon boulot à Paris. Et c'était l'époque du Sirocco encore, toujours? Oui, c'était l'époque du Sirocco en production et Bernard avait déjà le Mistral en tête et il avait besoin d'aide pour le développement et la fabrication du prototype. J'ai hésité longtemps parce que financièrement c'était pas top et puis j'ai eu beaucoup de réserves. Puis bon, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Aviasud c'était la référence européenne à l'époque en construction du LM. Si c'est pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Puis bon, pourquoi pas dans le sud, Fréjus. Ça pouvait être attractif. Et puis, ça fait rêver. Voilà. Et tu as fini à l'époque quand même de travailler sur le Sirocco ou c'était directement sur le Mistral? Alors c'était un petit peu sur du développement sur le Sirocco. Il y avait le cockpit fermé, un
train renforcé justement parce Ouais. que le Rotax était plus lourd. Ouais. Voilà, enfin, les petits développements sur le Sirocco, et surtout l'étude du Mistral. Ouais. Bah, je suis arrivé en Avia Sud, c'était en non, mai 84. Et le prototype du Mistral a été présenté au Bourget en juin 85. Donc, Ouais. donc oui, c'était. Je crois qu'on a fait le prototype du Mistral en 9 mois. D'accord, Attends, ouais, gestation, très très vite. Ouais. Ouais. C'est une machine d'avant-garde à l'époque, hein. Je me Ah, oui. rappelle quand on l'a vu au premier championnat du monde. D'ailleurs, il y a eu un Mistral qui tirait un autre Mistral, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça? Il y a Il me eu semble, hein. ouais, Ouais. du remorquage. Il a fait du remorquage. C'est le Oui, début. dans la conception, le Mistral, oui, a été. Mais c'est, enfin oui, la formule biplan déjà, le plan inférieur entièrement mobile, Ouais. bah, qui permettait de faire des structures légères parce qu'il n'y a pas de. Si on met un aileron sur un, sur un profil d'aile, bah, ça crée un couple bah, auquel il faut résister. Ouais. Le fait d'avoir le plan complètement mobile, voilà, il n'y a plus cette notion de couple, donc on fait des structures plus légères. Et il était absolument hors de question de dépasser les 175 kg à vide à l'époque, Ouais. qui place, et 17 mètres carrés et demi. Donc, Ouais. Ouais. la formule biplan permettait d'avoir de la surface, Ouais. etc. Quoi. Et léger. Et on a respecté au départ, enfin oui, voilà, le prototype et les premiers modèles de Mistral respectaient cette réglementation. Ouais, puis les autres, bah, c'était des options. Quand on voulait des carénages de roues, quand on voulait Oui, rajouter après, il y des avait, choses. voilà, Ouais, ça a après changé la progressivement. législation, voilà. Ouais. Et en fait, oui, le modèle de référence servant à l'homologation respecté. Et puis après, voilà, c'était des options pour ajouter. Il a été décliné, je crois, en 503. Le premier, Alors, peut-être juste le premier ou deuxième. Je te rappelle pas. Le premier, le prototype, c'était un 462. 462, oui, Et c'est le refroidissement liquide. Ouais. Donc les deux, trois premiers modèles ont dû être avec ça. Après, Ouais. c'était le 532 Ouais. Puis 582. et 582 par la suite. Il y a eu un 503. Alors, il y a une version ultra légère fabriquée pour le Japon. On était à moins de 150 kg. Enfin, Ouais. maximum 150 kg à vide. Kevlar, carbone un peu partout, Ah ouais. moteur 503. Ouais. Et donc oui, il y a eu un prototype de fait pour l'homologation, et puis après ça a dérivé un petit peu. Ouais. Et il y en a eu quelques-uns de vendus au Japon. Ouais. Je ne sais plus où est-ce qu'ils avaient acheté une licence, je crois pas. Et après, le bimoteur. Et alors le bimoteur, qui est venu d'une idée d'un des actionnaires d'Avia Sud, canadien, qui volait au Canada déjà sur Mistral, et qui voulait de manière plus rassurante avec un deuxième moteur. Donc on a développé ça aussi. Mm. Ouais, alors, au niveau, oui, c'est ça, loisir, ça pouvait être une sécurité en plus. Puis finalement, c'est presque devenu aussi un outil de travail, quoi, le Mistral Piloteur, Ouais. du traitement agricole, du traitage de banderoles. On a fait pas mal de saisons banderoles à Fréjus avec le bimoteur. Au-dessus de l'eau, bon, déjà, plus facile sur la petite piste qu'on avait à Fréjus, Ouais. de décoller avec la banderole. Parce qu'on ne faisait pas d'accrochage en vol. On accrochait la banderole au sol. Ouais, moi, j'ai fait ça aussi, moi, avec mon Mistral bimoteur. Ouais. Ouais. Largage port, aussi, j'avais fait avec ça. Ouais. On enlevait les portes facilement. Ouais. On arrêtait le moteur avant, c'était mieux. Et puis monsieur s'éjectait, quoi. Ça doit pas être très. Alors sur le Mistral, ça avait été un peu décrié, critiqué à une époque. Bon, il y avait eu une réunion qui s'était passée ici à la maison avec la DGAC suite à des accidents. Et moi, vu de l'extérieur, tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était quand même les facteurs humains. Maintenant, on en parle pratiquement toutes les semaines. Mhm. C'est-à-dire que la machine était mise en cause alors qu'elle n'était pas du tout à mettre en cause. Elle pouvait paraître légère et fragile comparée au tube étoile de l'époque, mais c'était déjà les fameux facteurs humains, donc le fait de ne pas lire le manuel, le fait de ne pas faire l'entretien préconisé, et de ne pas respecter le domaine de vol, mais c'est bien ça qui s'était... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, une fois que toutes ces choses ont été comprises et puis que tout le monde applique un peu plus les règles qui ont cours aujourd'hui, lire le manuel, entretenir l'appareil,
C'est une machine qui a toujours beaucoup de succès, quoi. Voilà, qui va toujours très bien. En sécurité. Ouais. Moi, je pense que les machines, oui, les machines d'Aviasud avaient des qualités de vol qu'on ne, enfin, dont on ne remarque pas forcément tout de suite les avantages, mais au niveau oui, sécurité, stabilité, etc. Ouais. On faisait beaucoup d'essais. Bon, j'ai pas essayé, j'ai pas volé sur beaucoup d'autres machines que les machines d'Aviasud, mais que ce soit Mistral ou Albatros par la suite, on pouvait, enfin, il y avait un confort de vol, une stabilité, on pouvait voler les commandes lâchées sans aucun problème, même si ça passait dans des tabasses, ça retrouvait sa ligne de vol. Bernard avait fait des essais très poussés, Albatros, je suis certain, des mises Albatros, en vrille, oui, et Mistral, il avait fait aussi des essais aussi poussés, ou c'était pas encore... Ah si, il y a eu tout un programme d'essais en vol qui avait été fait. Par la suite, il y a eu des essais des mesures, enfin oui, des essais et des mesures de vibration, des tests de flûteurs. Parce qu'on a soupçonné à une époque des problèmes de flûteurs sur des accidents Mistral. Et donc il y a un cabinet d'ingénieurs allemands qui était venu à Fréjus tester le Mistral et l'Albatros. Donc des vérins qui faisaient rentrer en vibration les gouvernes, les ailes, etc. Et puis après, il nous a sorti, mettez un contrepoids de telle masse à tel endroit. Ça peut régler. Ça rassurera, ça peut régler le problème. Mais on n'a jamais été certain qu'il y ait des problèmes mettant en cause, des problèmes vibratoires mettant en cause des accidents. Et en parallèle, vous travailliez déjà sur l'Albatros. L'Albatros, oui. C'était révolutionnaire cette machine. Révolutionnaire dans les solutions adaptées, mais dans le principe de replier des ailes, ça datait déjà plusieurs. Beaucoup de machines. Avec le même principe? Ah non, pas le même principe, mais il y a la même idée de replier des ailes pour pas. Parce que là, c'était quand même une minute. Moi, quand j'en vendais, 30 secondes. Je gagnais l'apéro à chaque fois, en disant en une minute, je vous ai replié le truc sans outillage. Voilà. C'est le seul appareil moi, que je connaisse. J'ai une machine moderne qui se replie, mais il faut 10 minutes. Là, c'est une minute pour replier sans outil. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, les solutions choisies. Et même, je me souviens sur le prototype. Enfin, bon, c'est après les gens qui connaissent. Sur Albatros, il y avait quand même deux quarts de tour sur chacun pour ouvrir une trappe. Le prototype n'avait pas ça. La trappe s'ouvre automatiquement. Ah bon? Il y avait juste le déverrouillage à l'arrière de l'aile quand même à effectuer. Et puis, mais bon, le maintien de la trappe en vol, comme il était en extra d'eau, c'était un peu compliqué. On a mis des ressorts, des sanglots pour la plaquer, et puis ça ne suffisait pas. Donc on a préféré verrouiller. Ça restait quand même très rapide. Il y avait des qualités de vol, une habitabilité, une visibilité, comme un peu dans un planeur. C'est la qualité, je pense, des machines d'Aviasud. C'est des machines qui ont été réfléchies, pensées, et peut-être plus que les autres. Je ne vais pas dire que les autres n'ont pas été réfléchis. Mais, oui, et puis des campagnes d'essai à l'Albatros. Pas mal des essais, oui, il y a eu aussi les casses de prototypes, parce que les essais se sont montrés nécessaires. Justement, l'essai de VNE, du flûteur, et puis destruction de la machine en vol. Alors, parachute sur la machine, et puis par sécurité, il y avait encore un parachute pour le pilote. Oui, il a sorti une fois les deux. Une fois les deux, oui. Il a fallu qu'il sorte de l'appareil parce qu'il a eu peur que ça prenne feu. Le réservoir d'essence, c'était. Était sorti de son support et commençait à. Bernard était imbibé d'essence. Donc, il faut plus que je saute. Pour le sortir. Alors, la boîte a arrêté. C'était quoi la crise un peu économique, le décalage avec les machines qui arrivaient un peu des pays de l'Est, la concurrence ou la gestion? Il y a un peu tout ça. Bon,
Alors, soit on n'était pas vraiment productif, mais bon, non, je pense pas. Mais l'albatros coûtait, oui, coûtait assez cher à produire, et puis, bah, effectivement, si on voulait vraiment gagner de l'argent, faire des bonnes marges en le vendant, bah, on aurait été largement au-delà du prix possible sur le marché. Donc, après, il y a eu de la gestion commerciale. Ouais. Il y a eu une première faillite dans les années, je ne sais plus exactement. Ouais, une première faillite, ça a été repris après. Il y a eu une politique commerciale qui avait décidé enfin, commerciale. Ouais, qui avait décidé d'avoir une vingtaine de distributeurs en France, 20 ou 25. On a vendu 25 machines aux prix distributeurs, et puis Ouais, ça n'a pas suivi. Ça a pas suivi. Alors après, bah, je suis allé en Pologne, bah, c'était un peu signé notre arrêt de mort pour lancer la production en Pologne, Ouais. mais c'était 94, 95. C'était pas encore, la Pologne n'était pas encore dans l'Europe, c'était très compliqué au niveau des douanes, et les Polonais travaillaient très bien, sans doute moins cher que nous, mais plus lentement. Donc le gain, finalement, c'est pas avéré très, très intéressant. Surtout au regard des complexités de douane. Les Polonais, il fallait fournir la matière. Ouais. Donc expédier des résines, des choses comme ça. Alors avec les problèmes douaniers, c'était infernal. Et puis en plus, bah, si jamais il y avait une pièce qui était ratée, bah, il fallait fournir la matière. Et puis alors après, les gestions en comptabilité, oui, mais alors celle-là, vous l'avez ratée, c'est le carbone, voilà, tant de tissu. Ça a été très compliqué. Et puis, bah, Tu volais encore, toi? T'as pu voler sur les machines un peu ouais, bah, non, j'ai pas volé en Pologne. Bah, les premières machines sorties en Pologne, c'était avec Roland Coden's, notre distributeur en Belgique. C'est lui qui avait acheté alors, deux séries de 3 machines. Il avait acheté les 3 premières. C'était simplement les cellules. La motorisation s'est faite justement chez Roland Coden's. Ouais. Et bon, là, il y avait une réception. Et toi, tu étais aussi bien au bureau d'études qu'à l'atelier à diriger les équipes pour le composer. Alors, bureau d'études, la gestion de l'atelier de la production au moment de la mise en production du Mistral. Ouais. Et puis après, bah, non, de nouveau le bureau d'études pour l'Albatros. D'accord. Donc il y avait un chef d'atelier, aussi bien pour le montage et la mécanique que pour le stratifier. Ouais. Alors puis la gestion d'équipe, bon, c'était pas trop mon truc. Non. J'étais mieux derrière la planche à dessin. On commençait tout juste à utiliser le logiciel, c'était même pas AutoCAD, je crois pas. Il n'y avait pas Katia déjà à l'époque? Bah si, mais on n'avait pas les moyens de. Ah oui, ça doit être une fortune. Non, on faisait quelques calculs, ordinateur, etc. Je sais pas, un tableur pour gérer la masse du photo. Donc voilà, on met une pièce qui pèse tant à telle ordonnée, et puis bah, ça nous donnait la position du centre de gravité, quoi. Au fur et à mesure qu'on mettait les pièces dans l'avion. C'était ça, des calculs comme ça, pas plus. Après, c'était encore le crayon, la planche à dessin. Et donc l'aventure s'est terminée avec les problèmes de gestion. Il y a encore une faillite ou un arrêt volontaire. Oui, un arrêt volontaire. Donc, bah oui, une production en Pologne qui est morte-née quasiment, quoi. Ah ouais. Bah, il fallait. Ouais. Déjà, en premier retour de la fabrication en Pologne, bah, on voyait bien que c'était très compliqué, et puis que c'était pas finalement rentable. Ouais. Donc, et donc, t'as fait quoi après? Alors après, donc je suis resté dans le sud quelques années. J'ai cherché du boulot un petit peu, mais bon, j'ai bossé à droite à gauche, mais aussi bien dans les vignes que. Ah oui, plus dans l'aéronautique. Plus dans l'aéronautique. Ouais. J'ai dépanné quelques personnes, quelques clients. Ouais, pour dire.
voilà, pour des réparations, des choses comme ça, pour pas les laisser tomber. Et puis, bah, du coup, je m'étais mis dans l'idée de m'installer à mon compte pour assurer le service après-vente Ouais. des machines qui avaient été fabriquées. Et puis, bah, au fur et à mesure ouais, d'études et puis des réflexions sur le sujet, bah, je me suis rendu compte que ça paraissait très très compliqué, Mm. surtout au niveau bah, tranquillité d'esprit ou assurance. Et, Ouais. euh, je craignais d'être tout le temps embêté par des procédures, etc. Ouais. Sur bah, pas forcément des gens de bonne foi, quoi. Ouais. Et Donc, donc, tu as changé de voie. j'ai changé de voie. Alors, Tu as fait quoi? ah, bah, là, je suis revenu dans ma région natale, pour diverses raisons aussi. C'est à Avranches? C'est à Avranches, voilà. Ouais. Et puis, bah, je me suis un peu laissé vivre sur les aides. Voilà. Et puis, je commençais à fréquenter les brocantes, les salles des ventes, et puis pratiquer les vides-greniers. Et puis, Ouais. donc voilà, Une autre vie. Une autre vie. Et puis, euh, bon, j'ai travaillé sur un projet de création d'une brocante. Et puis un jour, ben, en allant justement, c'était à Granville, sur la base de l'ULM chez Fredo, Ouais. Frédéric Fortin, ben, pour le dépanner sur un Mistral. Bon, je ne sais plus quelle intervention, ben, ou lui donner un conseil. Je suis tombé dans le hangar sur un tas de 5 mètres cubes de cartons de bouquins Ah ouais. qui étaient au milieu du hangar. Et en fait, c'était un bouquiniste de Granville qui avait du stock énorme, qui ne savait pas où lui mettre, et Ouais. qui avait stocké ça dans le hangar du LM. Et puis ben, Fredo nous a mis en contact, et puis j'ai acheté le bouquin, puis je Ça me a suis été le lancé. début. C'était le début d'une nouvelle aventure de bouquiniste un petit peu brocanteur. Et voilà. Alors, je ne suis pas un littéraire. Les bouquins, bah, ça touche à tous les domaines. Donc, voilà, j'ai toujours été intéressé de toute façon par les vieux papiers Ouais. et du bouquin. Il y en avait aussi, hein, sans que ça soit forcément de la littérature. C'est plutôt Ouais. des bouquins bah, sur les sciences techniques, etc. Ouais. Ou les voyages. Et puis, bah, ça m'a permis de. Ouais, j'ai réussi à en vivre modestement pendant 15 ans. Ouais. Maintenant, voilà, je continue un petit peu en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai plus de boutique, et puis voilà, Et si c'est on encore doit- une nouvelle vie de retraité qui commence. Et pour finir sur l'aspect aéronautique, est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui ont marqué ton parcours de pilote, bah, des débuts de l'ULM, des trucs qui restent des souvenirs Oh, bah, imprégnés? le lâcher déjà. Ah oui, le lâcher. Le lâcher, oui, ça fait toujours. Je parle de sensation de liberté, je ne veux pas dire de dominer, bon, mais presque, quoi. Dire, Ouais. bah oui, finalement, on est bien à vous. Au-dessus de tout, on oublie un peu tous les problèmes. Et sur tes sorties, des problèmes particuliers ou des rencontres qui t'ont marqué? Bah, oui, la rencontre à la grande course avec François Gottal et Bernard Dautrep. Ouais. Bah oui, ou des sorties amusantes, bah, rallier la Beautour. Ouais. On se posait un peu. Voilà. Ouais. On n'est pas passé sous les ponts de Loire quand même. Non, l'hélicoptère s'est mis devant nous. Pour dire c'est pas bien, faut pas le faire. Ouais, Donc bah, on ne l'a pas fait. voilà, ouais. Après, bah, quelques heures de vol avec pour des essais ou des mesures avec Bernard Dautrep. Alors en hydravion, c'était assez. Ouais. Mistral hydravion. Les essais, bah, c'était très bien. Moi j'étais un petit peu stressé avec la piste d'Avia Sud qui était relativement courte. Ouais. Puis finalement, là, en hydravion, bah, voilà, toute la place. Ouais. La piste n'est pas matérialisée. Donc, Elle était Et puis courte, sur un elle porte-avions. était fluctuante. Si mes oui, souvenirs puis sont un accès, alors côté. il y avait des lignes, il y avait Par un le peu sud, de ouais, il y tout. avait des lignes Ouais. moyenne tension. Ouais, non, Ouais. c'était un peu stressant. Ouais. Ouais. Il valait mieux le bimoteur à cet endroit-là. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, après, oui. Eh ben, merci Bertrand. De rien. Merci
Tu m'avoir chercheras accueilli. si tu en as d'autres. Oui, voilà, ça, en préparant un peu Pour tout ce ouais. moment de vie. Ouais, très bien. Coucou.